Je te passe la main, Claude. Merci Claire. Alors attention, tac tac tac, hein. On va. C'est cet écran, attendez, hein, c'est la technologie et moi, hein. Hop hop hop, ça y est. C'est bon, on voit ton écran. Allez, c'est parfait. Donc l'idée, je vais ma présentation va s'échelonner en deux parties. Première partie, je voudrais revenir sur l'assistant de paramétrage, d'accord? Claire en a parlé. Donc c'est l'outil qui est au sein de TED, permet de déployer tout un environnement Esker et le rendre facilement accessible et utilisable en peu de temps. Donc Esker, hein, pour rappel, une belle entreprise avec un certain nombre de services et de plateformes qui permettent de traiter tous les flux entrants, sortants, etc. Donc c'est une grosse machine, hein, c'est un gros logiciel qui nécessite parfois des temps de déploiement assez conséquents, voire très très conséquents, hein, puisque Esker se positionne aujourd'hui sur le haut du tableau en termes d'entreprises servies, et donc on ne travaille qu'à partir de grands comptes. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, les chiffres d'affaires des sociétés pour lesquelles Esker intervient en direct s'échelonnent entre 250 millions et 500 millions d'euros. Donc en dessous de ce niveau-là, Esker il dit non, on ne va pas, c'est pas notre cible. Donc, vous voyez, on est sur des solutions qui sont assez importantes. De ce fait-là, le déploiement d'une solution Esker dans cet environnement pour ces grosses entreprises, ça prend du temps. Et bien là, nous, avec cet assistant de paramétrage, l'idée, c'est de réduire ce temps de déploiement, puisqu'on n'est pas sur les mêmes sujets, hein, en termes de volume et de services rendus. L'idée, c'est de pouvoir utiliser cet assistant de paramétrage. Alors, vous l'avez sous les yeux, hein, donc on le retrouve présent dans TED, pardon, qui côtoie de façon tout à fait sympathique le traitement de la demande des bulletins de salaire, le traitement de la demande des factures clients, et j'ai oublié de mettre le traitement des contrats aussi, hein, puisque je vous rappelle que TED permet aussi de collecter la signature numérique des destinataires. Donc, nous avons ici un écran qui est le source to pay, qui est justement le sujet en lien avec Esker. Donc, cet assistant de paramétrage, lorsqu'on va déployer pour un client, eh bien, tout simplement, ces 4 petites cases ne sont pas vertes pour le coup, hein, vous l'avez bien compris, mais on va les activer. Donc, le consultant est en capacité de créer le compte Esker, hein, plutôt que d'aller directement dans Esker avec la création de ce compte, ça peut prendre du temps, c'est fastidieux, c'est chronophage. L'idée, on va laisser faire l'assistant. Et là, pour le coup, c'est bien sympathique puisqu'il va, dans un premier temps, créer le compte Esker, donc créer tout l'environnement. D'accord? Et ensuite, on va activer l'application Esker. Donc, cette activation de l'application Esker, en gros, c'est quoi? C'est mettre à disposition sur le portail Esker toutes les applications qu'on va utiliser, en l'occurrence, la gestion de la facture fournisseur. Au-delà de ça, on intègre aussi tous nos packages. Je vous rappelle que nous avons amendé le fonctionnement d'Esker pour fonctionner avec les ERP avec lesquels nous sommes connectés. D'accord? Puisque nous avons capacité à intervenir sur l'interface Esker ou sur certaines mécaniques Esker par le biais d'un développement qui est porté par nos équipes de développeurs. Donc, on crée le compte Esker, on active l'application Esker. Donc ça, c'est les traitements qu'on peut faire manuellement qui prennent énormément de temps. Mais là, on le laisse faire. Ensuite, l'étape 3, c'est celle qui va commencer réellement à nous intéresser, puisque les étapes 1 et 2, c'est purement technique, donc ça se gère en arrière-plan, et ce sont des process d'intégration totalement maîtrisés et totalement automatiques. L'idée maintenant, c'est de connecter. On va connecter un ou plusieurs ERP. Comme l'a dit Claire tout à l'heure, hein, la plateforme Esker est connectée à 5 ERP. Donc, quand on a un client, on va lui demander, monsieur le client, on va créer une connexion, quel ERP vous utilisez? Donc, voilà la liste des ERP aujourd'hui que nous servons directement depuis notre portail TED. Du 700 on-prem, du Business Central on-prem, mais aussi en mode SaaS, du X3 on-prem, du SaaS, etc. Cette réflexion, hein, du moins cette liste, me donne à penser effectivement que on va, en fonction du client, qui serait multi-ERP, on va être capable de servir son besoin. Imaginez une structure, un groupe avec plusieurs sociétés qui gèrent des ERP, des structures distinctes, mais qui utilisent des ERP différents suivant les activités. Là, on va pouvoir, depuis une seule plateforme Esker commune, gérer des ERP différents. C'est ce qu'on voit ici avec notre FRP 1000 et nos 700 on-prem. Évidemment, suivant le
suivant le choix que l'on fait, pardon, eh bien nous avons ici des paramètres de connexion qui diffèrent puisque l'objectif est de connecter. Et vous allez me dire, oui, mais sur les solutions on-prem, comment ça fonctionne? Bien, sur la solution on-prem, tout simplement, on va installer un connecteur sur l'environnement privé du client qui permet de prendre le relais et qui va faire la connexion entre l'environnement privé et Esker, puisqu'il n'est pas en mode SaaS. Donc là, typiquement, sur ma plateforme ici, donc si j'interroge l'état du service ici, d'accord? Voilà, on voit que j'ai deux éléments qui sont connectés et vous remarquerez que je sais aussi piloter. Donc là, c'est un exemple. Je sais piloter là. En gros, j'ai deux environnements 7G100, d'accord? Mais je gère le connecteur ici par ce biais-là. C'est-à-dire que sur mon espace privé, j'ai un connecteur qui fait le lien et je peux piloter la mise à jour. D'ailleurs, on le voit, hein, pour un, j'ai une mise à jour qui est en 8.1.19 et l'autre qui est en 1.10.5. Alors ces mises à jour, on décide soit on les porte de façon automatique, donc c'est nos systèmes qui mettent à jour dès lors qu'on publie une nouvelle modification, une nouvelle fonctionnalité, d'accord? Soit on le fait manuellement. Donc voilà, c'est pour vous montrer comment on fait pour connecter un ERP et rien de vraiment très compliqué. Revenons à notre assistant de paramétrage. On a fait les étapes 1, 2 et 3. Maintenant, on va configurer. Configurer voulant dire effectivement, à partir des connexions qu'on a établies, eh bien, on va collecter la liste des sociétés associées aux connexions. OK? Voilà pourquoi on retrouve ici dans mon écran un certain nombre d'éléments que j'ai d'ores et déjà paramétrés. La société horticole de Paris qui est sur FRP1000, elle est en cours de configuration. Deux des sociétés de FRP1000, Essonne et Bordeaux sont publiées. J'ai mon dossier 7G100 qui est publié, mon bijou SA, et un autre dossier qui pour le coup est non configuré. Donc on va trouver des statuts différents par rapport à la mise en œuvre de la société dans l'environnement SCARE. On se rappelle de l'objectif, c'est de mettre à disposition tout l'espace de fonctionnement directement d'ASCARE. Alors l'assistant de paramétrage, vous allez voir, c'est très simple. L'idée étant de collecter auprès du client des informations qui vont conditionner le fonctionnement d'ESCARE. Tous ces fonctionnements évidemment d'ESCARE peuvent être déployés à la mano. Par contre, ça prend du temps, ça prend des jours. Donc forcément, qui dit des jours dit de l'argent. Donc là, on est sur une réduction réelle du temps de déploiement. Alors, Michael qui nous pose une... Alors, je vais essayer de répondre aux questions s'il y en a. Michael nous pose une question. Connexion EBP en mode SaaS possible. Alors, pour l'instant, EBP, alors, sous réserve des dernières infos que j'ai, on est en mode on-prem au niveau de EBP aujourd'hui. Il n'est pas exclu que demain, on fasse évoluer nos connecteurs dès lors que EBP sera disponible en mode SaaS. D'accord? Donc ça, aujourd'hui, je ne sais pas vous répondre parce que je n'ai pas les derniers éléments des déploiements des solutions EBP. Dans l'immédiat, on est en mode on-prem sur EBP. Alors, regardez cet assistant de paramétrage. Alors, je ne vais pas le décliner sur toutes les pages. Vous avez vu, hein, on a ici les paramètres société qui se déclinent sur 4 pages. Ces 4 pages, mais le consultant en lien avec le client va donner quel est le code de la société, la raison sociale, quel est le numéro de TVA, quels sont les mots-clés, avec éventuellement une marque commerciale qui permettra à Esker de faciliter l'affectation d'une société. Je passe à l'étape suivante. Quelles sont les cultures attendues? Est-ce que je reçois des factures en provenance, pourquoi pas, de Nouvelle-Zélande avec un anglais, etc. Donc tout ça va piloter et va permettre de paramétrer Esker. Okay, quels sont les rôles tiers fournisseurs que j'affiche, quel est le format des numéros de commande, pour que lorsqu'une facture fournisseur arrive, je puisse faire le lien avec mon dossier de gestion commerciale pour retrouver la commande en question et l'associer et faire le matching directement. Vous voyez que c'est très simple, c'est dicté, on explique. OK. Juste un petit point. Facturation électronique France. Oui, c'est déjà présent chez Esker. Hein. D'accord. Donc, ils ont déjà tous les éléments prévus. On peut d'ores et déjà produire et traiter du Facturix au format C2I. Il n'y a pas de souci. L'étape suivante, donc, quel est le code journal? Quels sont les comptes collectifs? Tiens, je retrouve les axes analytiques. Hein. Est-ce que je gère les axes analytiques? Oui. Lesquels? Est-ce que je les fais tous afficher dans Esker ou pas? Est-ce que j'en définis un comme étant le centre de coût? Donc, tous ces paramètres vont être questionnés en lien avec le client. Et vous remarquerez, suivant les options, est-ce que je gère des codes projets? Peut-être que je gère des codes projets et hop, et en fonction du choix que
que j'effectue, eh bien j'ai des sous-choix. Donc tout ça c'est guidé, ça facilite le travail du consultant plutôt que d'aller faire vous l'avez bien compris, des actions directement d'ASCARE qui prennent du temps pour le coup. Voilà. Alors, continuons, nous sommes à la page 3. Nous arrivons à la page 4 qui permet de définir les paramètres société. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire que ce sont des éléments qui sont vraiment propres à la société que nous sommes en train de paramétrer. D'accord? Donc ça, c'est important à mettre en lien avec les options suivantes que nous allons constater. Est-ce que je gère les souches, le numéro de tirette, donc tout un tas d'informations. Et ça va être intéressant puisque dans cet écran ici, qu'est-ce qu'on voit? Mais ça, c'est vraiment important, c'est la capacité que nous avons lorsque nous traitons une facture d'un SCARE. Il peut être pertinent de compléter, les acteurs qui vont intervenir sur la facture vont compléter des données. Ils vont saisir dans SCARE des informations. L'idée, c'est de pouvoir aussi que ces informations elles puissent revenir dans le RP qui est connecté. C'est l'enjeu et l'idée de ça. C'est-à-dire que pour une information dans laquelle, dans SCARE, on va faire de la saisie, par exemple, tout ce qui sera saisi dans le champ texte, c'est une zone prévue dans SCARE, où je le mets dans Sedge. Alors là, je suis connecté en Sedge 100. Donc, on récupère tout un tas d'informations qui sont, elles, portées par le RP Sedge 100. D'accord? Donc, suivant que je sois avec X3, Business Central ou Sedge FRP 1000, eh bien, je vais avoir des informations qui diffèrent forcément, puisque je n'ai pas les mêmes données aux mêmes endroits. Voilà. Toujours est-il que on adapte l'assistant et les champs visibles au regard du l'ERP qui est connecté. Voilà pour la partie des options, enfin des paramétrages société. Maintenant, nous allons dans les options de traitement. Donc, ces options de traitement qui, quant à elles, sont liées en fait, pourquoi pas, à un ensemble de structures. Imaginez, vous intégrez une société cliente qui a plusieurs activités, ils ont plusieurs structures juridiques, d'accord? Eh bien, peut-être que des options de traitement seront communes à un groupe de sociétés. Là encore, pour faire gagner du temps, on organise ici, d'accord, des paramétrages, d'accord, des paramétrages qui seront liés à une activité. Ok, si vous avez des activités, on a un client par exemple qui a une cinquantaine d'hôtels, eh bien 50 dossiers 700, eh bien plutôt que de reproduire les options de traitement pour les 50 dossiers, on a créé une configuration, d'accord, que l'on a nommée hôtellerie. Et de fait, quand on intègre un nouveau dossier, quand on intègre une nouvelle société qui est rattachée à cette activité hôtellerie, automatiquement, on lui affecte les options de traitement de l'activité hôtellerie. Tout ça dans un seul et même objectif, c'est de faire gagner du temps. Voilà. Alors, on va reprendre, on va continuer si vous voulez dans les options de traitement pour ma société en l'occurrence. Est-ce que je traite les factures avec commande? Est-ce que je gère les stocks? Si je gère tous les stocks? Tous ces écrans permettent de piloter en fait ce qui va être le traitement d'un SCARE futur. Donc vous voyez qu'en quelques minutes, allez, pas quelques heures on va dire, c'est très facile de répondre à ces questions en lien avec le client, en lien avec les acteurs qui sont concernés, pour au bout du bout, allons-y, donc nous sommes à l'étape 4. Au bout du bout, eh bien, on va enregistrer et on va publier vers SCARE, d'accord, les paramètres que nous venons de définir, aussi bien des paramètres société que les options de traitement. Et dès lors que j'ai cliqué sur Je transmets, je vais avoir le traitement qui est d'ores et déjà accessible directement dans SCARE. Il ne restera plus qu'à créer les utilisateurs, à paramétrer les workflows. Pour rappeler ce qu'a dit Claire tout à l'heure par rapport au numéro, à l'assistant de paramétrage, que l'on va compléter par des options, effectivement, qui sont le traitement et l'administration des utilisateurs dans l'assistant de paramétrage. Donc aujourd'hui, on reste à faire un certain nombre de choses dans SCARE, donc les utilisateurs, les workflows. Demain, tout ça sera piloté depuis l'assistant de paramétrage avec encore une fois un souci de simplicité et de rapidité dans le déploiement. Voilà, voilà l'assistant de paramétrage. Vous voyez, c'est très pratique pour un consultant d'interroger le client. Au bout du bout, on publie et on retrouve évidemment tous ces éléments de paramétrage accessibles et disponibles directement dans SCARE. Voilà. Des questions peut-être sur l'assistant de paramétrage? Je crois que ça n'a pas trop échangé, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. L'objectif étant de vous démontrer que on peut connecter plusieurs ERP, plusieurs sociétés par groupe de ERP, et tout ceci va se retrouver dans une seule et même interface, qui est l'interface d'ESCARE. L'interface qui va être utilisée par les
par les acteurs au quotidien du traitement de la facture, éventuellement de la demande d'achat. Alors, hein, j'ai fait un choix délibéré de ne pas porter la présentation de la demande d'achat, mais on peut évidemment, on se tient à votre disposition si vous souhaitez voir tout le process de la demande d'achat. Donc sur la facture fournisseur, hein, voilà le portail du premier acteur du process, hein, que l'on appelle chez Esker le comptable. C'est lui qui reçoit la facture, hein, d'accord, hein, sur un espace. Alors on pourrait discuter sur comment les factures arrivent sur Esker, mais il y a plein de solutions, hein, par email, un scan to mail, mais aussi comment? Ben oui, monsieur, dame, par le biais de la communication avec la PDP d'Esker. Et donc ça, hein, c'est ce que nous vous présenterons dans les semaines à venir avec un process complet et pour voir, hein, pour clarifier et bien vous montrer ce que c'est qu'une PDP réellement. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de slides qui sont présentés, hein, par différents éditeurs. C'est des slides. Il n'y a rien de concret. Nous, on vous présentera du concret parce que c'est déjà opérationnel chez notre partenaire Esker. Alors, regardons ce comptable, hein, qu'est-ce qu'il a à traiter. Donc, il a une bannette de factures à traiter et lors du traitement, on va distinguer déjà des factures avec des statuts un peu différents, des factures avec ou des factures sans commande. Ok. L'idée, évidemment, étant de, par le choix avec ou sans commande, c'est de donner la destination de cette facture. En gros, est-ce qu'elle va en gestion commerciale ou est-ce qu'elle va en compta? D'accord. Donc là, la facture a été déposée. Côté droit, le visuel, côté gauche, données techniques. Ok, rien de particulier, un écran qui, on apprend vite son fonctionnement. D'ailleurs, c'est très facile à piloter. Partie supérieure, les vignettes qui représentent les X pages. Donc, on peut traiter des factures de beaucoup de pages, y compris de centaines et de centaines de pages. Et c'est un réel cas concret qu'on a eu à expérimenter. Code société, bah oui, elle est multi-société, forcément, puisque via l'assistant de paramétrage, on pourra avoir plusieurs sociétés. Banco, on les retrouve ici. Donc, on affecte une facture à telle ou telle société. L'objectif étant évidemment que Esker fasse cette affectation de façon automatique en fonction des paramètres qu'on a fournis à l'assistant de paramétrage tout à l'heure. Voilà, donc la société a été identifiée. C'est une facture sans commande, d'accord? À l'instar, tout à l'heure, nous verrons une facture avec commande. Cette facture sans commande va se déverser dans un code journal. D'accord, achat. Tiens, tiens, on a vu ça tout à l'heure dans l'assistant de paramétrage, le code journal par défaut. Évidemment, on le retrouve ici. Le numéro de facture, quant à lui, a été identifié par l'intelligence artificielle portée par Esker avec le traitement et la lecture du document. D'accord. Donc Esker, pour le coup, est un réel leader dans le traitement de la facture. Pas besoin de définir des zones en amont, pas besoin de mettre la facture EDF en disant à tel endroit, à telle zone, à tel endroit, à tel autre. Non, pas du tout. C'est l'IA d'Esker qui s'occupe de tout ça et c'est assez bluffant en usage au quotidien. Donc, je vois qu'il y a déjà des opérateurs, il y a des utilisateurs d'Esker aujourd'hui présents avec nous. Ils pourraient témoigner de la facilité et des performances du traitement de la reconnaissance du document. Alors évidemment, jusqu'à juillet 2026, voire juillet 2027, puisque tout ça va s'échapper évidemment pour passer avec des fichiers structurés. Allez, le fournisseur quant à lui a été identifié, d'accord. Et ce qui est important de bien se repositionner, c'est que nous sommes en lien direct avec le RP. D'accord. Donc le fournisseur, il fait écho à un référentiel qui lui est porté par 7G100 en l'occurrence. Donc là, je suis vraiment connecté en temps réel. Donc le fournisseur, je peux le créer de façon dynamique directement dans mon ERP et il va être directement accessible. Ok. Donc ça, c'est vraiment important, la connexion permanente et directe à l'ERP au niveau du référentiel. Alors le référentiel, on a les fournisseurs, on a les codes journaux, on a les comptes collectifs. Je vais essayer de vous les préciser au fur et à mesure. Le montant TTC qui lui a été identifié sur le pied du document, d'accord, et avec la définition ici de comment dirais-je, de l'hors-taxe qu'il va falloir ventiler évidemment. Et cette ventilation du hors-taxe, d'accord, va s'opérer dans ce que nous appelons les lignes de poste, ou plutôt Esker appelle la saisie des lignes de poste ici même. Petite précision, vous voyez les données sur la partie droite ici qui identifient le fournisseur, eh bien ce sont les données qui sont extraites de l'ERP. Toutes ces données-là apparaissent et c'est l'utilisateur qui, lors de l'exécution de l'assistant de paramétrage, qui dit quelles sont les données que l'on souhaite faire apparaître sur cet écran pour informer l'opérateur comptable, ouais, d'accord, de données qui pourraient être sensibles par exemple ou pertinentes lors du traitement de la facture.
continuons la découverte avec les informations de paiement. Bah oui, parce que tout ça c'est porté par le RP. Donc l'idée, on récupère les conditions de paiement saisies au niveau de l'ERP pour que lorsqu'on va poster la facture, donc c'est le terme qui convient, lorsqu'on poste la facture dans l'ERP, ce soit l'ERP qui prenne en charge justement la définition des dates d'échéance. Puisque si je suis en paiement en 10 fois, je ne vais pas saisir les 10 échéances ou les 12 échéances. L'idée, c'est la condition de paiement qui porte la définition de l'échéance et ensuite ce qui sera retranscrite lors de l'arrivée du document dans le RP. Nous voilà donc maintenant à la saisie des postes. Alors, regardez, on a 3 lignes qui ont été d'ores et déjà positionnées. Pourquoi? Eh bien parce que Scare est un peu intelligent. Il se rappelle des traitement précédent de cette facture. Ah oui, parce que vous avez peut-être remarqué, cette facture, je la dépose relativement souvent. C'est une facture de test. Et donc, j'ai opéré des traitements de ventilation comptable. On les retrouve ici, ce qui permet de démontrer effectivement qu'en usage au quotidien, le comptable, ça lui limite son temps de saisie, puisque SCARE travaille pour le comptable et va se rappeler des affectations précédentes. D'accord? Voilà. Alors Aurélie me pose une question qui est pertinente. Tiens, comment gérez-vous le règlement de la facture fournisseur? Eh bien ça, Aurélie, c'est le boulot de l'ERP, ça. C'est fait dans le module de l'ERP qui va se charger de règlement. Esquire ne procède pas au paiement du document. On pourrait le mettre en œuvre, mais ce n'est pas un module que nous avons décidé d'intégrer. En l'occurrence, sur cette GE100, c'est moyen de paiement qui se charge de payer le fournisseur. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de définir en fait la notion de bon à payer. D'accord, hein? Il y aura un contrôle une notion de bon à payer qui permet à des approbateurs de décider quand est-ce que c'est bon à payer en fait. Voilà. Donc le règlement physique, le virement, etc., c'est fait au niveau du comment dirais-je de l'ERP via moyen de paiement pour cette GE100 et via les outils de paiement pour les autres. Donc, je reviens sur ma saisie comptable. Remarquez, c'est en rouge. Ventilation analytique obligatoire, puisqu'évidemment, il s'agit pour le coup d'imputer les montants de façon analytique, directement accessible ici même par une saisie multisection, ce qui est le cas dans cette je sens, et qui, en fonction de l'ERP, l'écran va différer puisque certains ERP ne permettent pas une saisie multisection. On a un écran qui diffère juste un petit peu. Je retrouve ici mes axes analytiques que j'ai publiés tout à l'heure et je choisis d'imputer cette somme sur ça, sur telle section, sur telle section, sur telle section. Voilà, c'est moi qui le pilote. Sachez qu'Esquire est suffisamment intelligent pour se rappeler de ces imputations. Encore une fois, ça fait gagner du temps. Donc, prochaine arrivée de la facture, automatiquement, j'aurai l'imputation analytique qui aura été positionnée. Allez, donc je vais imputer ma facture ici sur le code affaires, puisque je l'ai rendu obligatoire. Voilà, et j'impute la dernière ligne. Alors évidemment, je peux ajouter des lignes au niveau de la ventilation comptable pour le définir. C'est ça l'objectif, évidemment. Voilà. Allez, c'est bon. Il faut que je ventile cet axe. Ça y est. Voilà. La somme de 83,86 € qui correspond au TT hors taxe ont été gérées ici. Alors évidemment, on gère les factures en devise, pas de souci. Il n'y a pas de sujet puisque nous, on lit le montant qui est inscrit sur la facture. Donc si c'est du yen, du dollar ou du dollar canadien, peu importe, nous, on renverra à l'ERP du yen, du dollar. Voilà. Partie basse, c'est tout l'enjeu aussi d'Esquire, c'est toute la capacité d'Esquire, c'est d'être en capacité de prendre en charge des workflows plus ou moins complexes qui ont été définis en amont en fonction du contexte. La facture fait plus de 10 000 €, alors j'appelle le manager. Elle fait plus de 50 000 €, alors j'appelle le manager plus le super manager. Donc ça, ce sont des éléments qu'on paramètre dans Esquire. Et pour l'instant, on a on n'a pas trouvé de limite. Donc, on gère énormément de contextes particuliers en fonction d'un écart, pas d'un écart, de montant, en fonction du compte général, en fonction du centre de coût, en fonction de la typologie du fournisseur. Donc, je pourrais passer un bon bout de temps pour vous expliquer ce que sont ces workflows. Donc là, vous voyez, je sollicite un contrôleur, d'accord, et ensuite je sollicite un approbateur. C'est les étapes du workflow. Pour éviter, pour simplifier, on va occulter David du process. Bien sûr, les comptables, on peut interdire aux comptables de supprimer
un acteur du workflow. Vous imaginez, je suis comptable, tiens, non, mais je ne veux pas appeler le manager, pouf, je le supprime. Non, ça c'est un droit évidemment que l'on affecte, c'est une permission que l'on donne ou pas. On va se contenter d'Alice et je vous propose de comptabiliser la facture et de demander l'approbation. Que se passe-t-il? Eh bien, la facture est mise en traitement, en process, pour être publiée sur le RP. Et c'est ce que nous allons voir d'ici quelques minutes. Et donc, la facture est en cours de traitement par un process en arrière-tâche. On le voit ici à droite, vous voyez, statut en cours. Alors, l'idée, hein, c'est pas que le comptable surveille en permanence le traitement, mais c'est qu'il puisse avancer dans le process de traitement des autres factures et pour qu'il puisse évidemment faire autre chose. Donc, il y a un traitement évidemment sécurisé qui va écrire via les objets métiers pour 700 et via les API produits proposés par les ERP, via notre connecteur, via notre API multi-ERP, pardon. Voilà, donc c'est en cours et on retrouvera tout à l'heure. Ah non, tiens, vous avez vu, elle est revenue ma facture. Tiens, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ben, allons voir. Ma facture, elle est en erreur. Je dois avoir une erreur au niveau de l'écriture, hein. Peut-être on va voir. Donc on a toujours une erreur. Le journal est en cours d'utilisation. Bingo, vous avez vu? Donc quelqu'un est sur le journal d'achat. Donc la facture n'a pas pu être comptabilisée. Donc de ce fait-là, bah, j'ai une erreur et la facture reste dans les tuyaux, si je peux dire, et c'est au comptable ensuite de faire le traitement. Alors certainement que j'ai dû aller là-dedans. Bah, regardez le journal des achats de septembre, il est ouvert, effectivement. Donc je vais fermer le journal des achats, d'accord, hein, et je vais relancer ainsi la comptabilisation. Aucune facture ne sera laissée en cours de route. Il y a des contrôles partout qui justifient et qui vérifient que la facture a été réellement postée. Alors, on va le laisser finir, si vous voulez. On va traiter un autre type de facture. C'est une facture avec commande. Alors, ça, c'est vraiment intéressant, puisque là, on va interagir avec la partie gestion commerciale. Ça veut dire qu'une facture reçue d'un fournisseur, elle correspond à une ou plusieurs commandes, à une ou plusieurs réceptions. Voilà. Donc l'idée, c'est de reconstruire une traçabilité pour évidemment bloquer, d'accord, ou rapprocher, pardon, les factures. Alors une question m'est posée par Patrick. Est-il possible d'envoyer des factures si les users sont connectés? Alors Patrick, non, c'est le RP qui bloque, hein. C'est 700 en l'occurrence qui bloque. C'est pas nous, d'accord? Si les API, hein, si les objets métiers de Sedge permettaient de créer l'enregistrement d'enregistrer la facture bien que les utilisateurs connectés, bien sûr qu'on le ferait. Mais là, c'est les limitations de l'ERP. Certains ERP le permettent, bien évidemment. 700, en l'occurrence, ne le permet pas. Donc, c'est bien une restriction des API de l'ERP qui limite ce fonctionnement. Ça. Alors effectivement, Patrick, il faut le remonter la demande à Sedge. Oui, effectivement, on le fait. Et c'est à vous, au réseau aussi, de le remonter et de faire évoluer le contexte Sedge. Alors, cette facture avec commande, elle est tout à fait intéressante, puisqu'elle nous démontre ici que c'est une facture avec commande. Le numéro de la commande a été identifié sur le document, puisque le fournisseur, lorsqu'il émet la facture, ben, il rappelle là où les commandes, qui sont concernées. Depuis l'écran, ici, j'accède au référentiel, pour le coup, de la partie gestion commerciale de cette GE100 et cette commande qui a été livrée, réceptionnée, ben, je peux en voir son contenu. Et de cette là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que il avait été saisi ou réceptionné, en l'occurrence, 3 lignes. D'accord? Parfait. Avec une bague, un bracelet, etc. Bon, très bien. Bien évidemment, nous avons rapatrié de façon automatique les lignes directement dans la ligne de poste. Contrairement à tout à l'heure où nous avions des comptes généraux, ben là, on a plutôt des références articles. Malgré toutefois la présence d'un solde, 180 € de solde. Donc là, pour le coup, ça peut pas, hein, on ne peut pas comptabiliser ce document s'il y a un écart trop important. Alors là, c'est un contexte que vous connaissez, que les comptables connaissent. Qu'est-ce que je fais de cette facture? En gros, dans ma gestion commerciale, j'avais commandé des bagues, des bracelets, des pendentifs et le fournisseur me facture ça, mais me facture aussi des frais d'expédition, des frais de port. Qu'est-ce que j'en fais? La question est posée et on a plusieurs réponses. Donc soit on va écarter la facture, on va la mettre sous le coude, si je peux dire, en attendant un avoir. Donc ça, c'est le job du comptable, je le mets sous le coude. Soit je rejette la facture, c'est-à-dire que je l'envoie directement, hein, comment dirais-je, à la benne, d'accord? Parce que
j'en veux pas de ta facture. Elle n'est pas conforme à ce que j'avais commandé. Donc, etc. avec des motifs. Ou alors, le comptable se dit non, effectivement. Il pourrait demander à un contrôleur, il pourrait demander à Alice de contrôler. Dis Alice, t'en penses quoi de ces 150 euros de frais de port? Qu'est-ce que j'en fais? Et donc Alice, en sa qualité de contrôleur, pourrait tout à fait dire, ben, on les conserve ou pas. D'accord? C'est au choix. Donc, ce que je vous propose, encore une fois, pour simplifier, ben, le comptable, il va ajouter une ligne de poste. C'est-à-dire que en lien avec le RP, donc là, on a vu tout à l'heure qu'on retrouvait le plan comptable, mais là, pour le coup, on accède au référentiel des articles. Et il va utiliser l'article qui correspond, d'accord, aux frais de port. Et il va ainsi réaliser une saisie directement dans Esker. D'accord? Comme ça, il n'y a pas de. Oula, il n'y a pas c'est pardon. C'est 150, si je ne fais pas ça, c'est mieux. D'accord? Il y a de la TVA, parfait. Et je récupère tout ça. Donc, j'amende la saisie. C'est-à-dire que moi, en tant que comptable ou en tant que contrôleur, hein, ben, j'amende et je modifie et je dis banco, j'accepte la facture du fournisseur. Alors, on pourrait modifier les prix aussi, puisque c'est tout à fait possible. On pourrait saisir des remises ou pas. Donc, ça aussi, ce sont des paramètres en fonction du contexte utilisé par les clients. Voilà. De ce fait-là, la saisie de ces 150 euros hors taxe, ben, verrouille, d'accord, le solde, et donc j'ai un solde à zéro. Et lorsque je vais, pareil, ôter Alice du contrôle pour simplifier, je vais comptabiliser. Et là, pour le coup, je vais automatiquement mettre en œuvre le process de comptabilisation et pour le coup, de création d'une facture dans la gestion commerciale. Alors, vous vous rappelez notre facture de Rialdu tout à l'heure? On l'avait laissée en cours. Ben, regardez, ça y est, elle a été postée. C'est-à-dire que dans le journal d'achat maintenant, j'ai le numéro de ligne ici qui correspond effectivement à ce que j'ai saisi. Quand j'ouvre mon journal des achats, je retrouve mon document qui est ici. Ouais, voilà, c'est c'est la dernière ligne ici, c'est les dernières lignes avec les éléments qui sont portés effectivement, qui ont été publiés de façon automatique par notre connecteur qui a fait le job finalement de saisie à partir de la plateforme Esquire. Alors, on accède ici au document rattaché. Donc en gros, c'est un lien qui permet à l'opérateur de retrouver le PDF en gros du document, mais dans l'interface Esquire, puisque c'est Esquire qui archive. C'est Esquire qui est tiers de confiance qui se charge effectivement de stocker les documents pour une durée de 11 ans, hein, donc l'obligation légale portée par l'administration fiscale. L'idée étant, dans cette archive Esquire, d'avoir toute la piste d'audit fiable qui pourrait être transmise à un commissaire aux comptes ou à qui de droit, bien sûr, dans le cas d'un contrôle. On retrouve les éléments de ventilation analytique ici qui ont été saisis au moment de la saisie, qui ont été alimentés pardon, au moment de la saisie, et le compte de TVA qui est ici. Donc, on a bien une transcription comptable de la facture qui a été opérée par Esquire. Ce qui veut dire que pour un comptable, la saisie dans le code journal, c'est fini, quoi, on n'en parle plus. De la même façon, on devrait avoir notre facture qui a été créée, la facture 16 avec les 150 euros de frais de port, et elle aussi a été créée dans le RP, mais côté gestion commerciale, on retrouve la facture 154 qui, en l'occurrence, figure dans la liste des documents des achats. Ici, au rang des factures, on la retrouve, c'est cette facture-là, avec les lignes, et puis surtout, on trouve ici l'ajout de la ligne des frais de port, qui pour le coup est tout à fait intéressante. Et on retrouve d'ailleurs, donc au niveau de l'historique, la traçabilité des documents intermédiaires. Donc j'aurais pu avoir plusieurs bonnes commandes, plusieurs bonnes de livraison, une seule facture, ça ne gêne pas. On traite tous les cas et les cas un peu tordus. On traite aussi les avoirs. Je reçois un avoir qui lettre une facture, pas de problème. On s'est imputé un avoir sur une facture. Voilà pour ce qui est de la comptabilisation, de la manifestation et de la création des documents dans l'ERP, que je sois sur 7G100, FRP1000 ou les autres ERP que j'ai évoqués tout à l'heure. Maintenant, reste à voir la notion de bon à payer, puisque cette facture arrive dans Sage avec la notion du bon à payer, justement, qui lui est à valider, c'est-à-dire que c'est dévolu à un tiers que de dire OK, cette facture, je vais l'approuver et pour qu'elle soit mise en paiement. Ceci s'est fait par la mise en œuvre du workflow que l'on retrouve ici sur la partie basse du document. On trouve, voilà, c'est Alice maintenant qui a la lourde mission d'approuver le document. Eh bien, cette approbation va se faire effectivement avec Alice
d'accord? Alors, j'ai un petit module qui me permet de changer d'utilisateur hein, dans le cas de la démo. Donc, je me connecte en tant qu'Alice et vous allez voir qu'Alice, elle a un écran. Alice va pouvoir utiliser aussi, dans le cas de son approbation, une application mobile qui est disponible sur iOS et sur Android, hein, où elle accède à toutes les factures hein, qui seraient comment dire, disponibles à l'approbation. Donc cet écran aussi, l'approbation, est réalisable depuis une application mobile. Et ça, c'est un réel avantage, c'est une véritable application. On retrouve, du moins Alice, c'est pas moi, hein, c'est Alice retrouve ses factures. Elle a pu être notifiée par email en lui disant Alice, vous avez X factures à approuver. Allez, on y va et on va approuver ici. Allez, c'est parti. Donc Alice retrouve l'historique, hein, tous les traitements, toutes les actions qui ont été menées, y compris, vous voyez, le journal est en cours d'utilisation. Et donc elle va approuver le document, ce qui veut dire on va faire évoluer le statut du bon à payer directement dans Sage, puisque c'est bien ça l'objectif. Pareil pour la facture de gestion commerciale, avec la possibilité de mettre en attente, évidemment, de demander une approbation supplémentaire, de retourner au comptable en disant non, non, directement. Mais là, j'approuve directement le document accessible. Voilà. La facture ou les factures, puisque j'ai approuvé 2 factures en tant qu'Alice. Donc une en compta et ma facture a été, le statut du bon à payer a évolué au niveau du tiers. Il est où? Il est où? Voilà, il est là. Donc mon statut maintenant, il est bon à payer. Donc cette facture sera accessible directement dans Sage moyen de paiement. Voilà. Avez-vous des remarques, des interrogations, des zones de flou par rapport à peut-être au fonctionnement? Alors, évidemment, hein, il est facile de se dire, tiens, on a des offres similaires. Oui, effectivement, il y a des offres similaires. Alors, regardez la plus-value, donc l'assistant de paramétrage, regardez la connexion multi-URP sur une seule interface, regardez le statut effectivement d'Esker. Esker, c'est 40 ans d'existence. Regardons Esker avec l'offre qui est proposée aujourd'hui et demain l'offre qui est d'ores et déjà PDP avec tout le principe directement accessible. Donc c'est vrai qu'on a un ensemble d'éléments qui justifient de la pertinence de cette solution, déjà de la solution Esker qui n'a plus à faire ses preuves depuis la quarantaine d'années d'existence. Après l'intégration que nous avons réalisée avec Esker et tous les choix possibles par rapport au rapprochement des documents et le traitement des bons de retour, des bons des avoirs, etc. Donc on a tout cet écosystème. Tiens, une question m'est posée par Sylvain. Oui, Sylvain, il est possible de faire une authentification SSO depuis l'application Esker, il n'y a pas de souci, directement accessible. Alors, il y a tout un tas de possibilités donc, au niveau de SSO. Donc, il y a une fiche technique qui est proposée par Esker pour la mettre en œuvre, il n'y a pas de souci. On peut enregistrer, pardon, autant d'utilisateurs que vous souhaitez sur Esker, hein, puisque l'enjeu, c'est pas de facturer, d'accord, des utilisateurs, mais c'est de facturer des flux. Donc là, pour le coup, tout utilisateur de l'entreprise peut être créé dans Esker pour intervenir soit en tant que contrôleur, soit en tant qu'approbateur directement accessible. Alors, y a-t-il d'autres questions? Claire, si tu veux. Alors Sylvain, pour la partie X-Toi on-premise, effectivement, il n'y a pas forcément de port. Alors si, il y a des aspects techniques à déployer, hein, donc au niveau de cette X3, hein, donc il y a des éléments à déployer déjà depuis l'interface 7X3. Et donc ça, on pourra faire un point parce que c'est un peu technique là pour le coup. On a une fiche technique qui recense tout ça. On pourra vous recontacter, Sylvain, pour vous donner toutes les infos en lien avec X3 et tous les enjeux autour d'X3 évidemment. D'accord? Tout ça, c'est possible. Ça fonctionne très très bien. J'aurais pu d'ailleurs faire la démo sur Sedge X3 de la même façon que celle que je viens de faire avec Sedge 100, avec la saisie de la facture sans commande qui génère une facture tiers dans X3 qui ensuite est validée sous forme d'écriture comptable, où j'aurais pu aussi rapprocher une facture avec des réceptions et ou des commandes dans X3. Donc, de la même façon. Alors, donc je ne vois pas d'autres questions. Donc là, le SSO, le X3, pas de problème.